et bienvenue à Belles Lettres, notre émission, votre émission. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série d'émissions sur l'art et à cet effet, nous recevons M. Lambert Kabatanchi, écrivain, critique d'art et historien. Bonjour M. Lambert. Bonjour M. Laurent. Vous avez été le dernier à être reçu à notre première série d'émissions sur le Belles Lettres. Aujourd'hui, curieusement, vous êtes le premier à être reçu pour cette nouvelle série d'émissions. Quel effet ça vous fait d'être reçu le premier? Ça m'honore. Et puis, vous savez, c'est toujours bon d'inaugurer quelque chose, de se sentir un peu le pionnier, le précurseur, celui qui débite, qui va donner le coup d'envoi. Bon, je ne dis pas que ça m'émoustille, je suis quand même un habitué des émissions, mais ça m'honore, je dois le dire franchement, et je vous remercie du choix. Je vous en prie. Notre entretien de ce jour se portera essentiellement sur l'une de vos dernières publications, Art plastique et esthétique, expérience de la peinture congolaise contemporaine. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions définir quelques concepts que je trouve fondamentaux pour la compréhension de la suite de notre entretien. Il s'agit des concepts l'art. D'abord l'art. Qu'entend-on par art plastique et qu'est-ce que l'esthétique? Vous pouvez commencer par l'art. Je vais en introduction vous surprendre et peut-être ne pas être au goût de la réponse. Pourquoi? Parce que les définitions ont une certaine marge de relativité. Il faut qu'on le sache. Au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure qu'il y a des circonstances quelque peu conjoncturelles, et surtout dans le domaine de l'art, Oui. il y a tellement de mutations dans l'art, il y a tellement de théories dans l'art, que finalement, une définition figée ne serait pas de bonne loi. Mais pour votre gouverne, Oui. moi, Oui. je préférerais donner des définitions selon mon expérience, Oui. selon mon vécu quotidien. Tout à fait. Je pense que le mot art, en fait, devrait être même un terme générique qu'on collerait à toute activité, à tout fonctionnement de l'activité cérébrale. Vous voyez que c'est assez surprenant. Donc chacun est capable de faire de l'art tant qu'il a une activité cérébrale, mais cette activité aurait bien sûr une visée quelque peu esthétisante. C'est-à-dire que l'activité entrerait dans un domaine du beau, un domaine du naturel. Vous voyez? Donc l'art, en principe, devrait être un vécu quotidien, mais dans lequel on sort les sentiments les plus intimes, l'artiste, parce que je voudrais quand même prendre l'artiste comme le fondateur ou celui qui féconde l'art. L'artiste sort de son fond intérieur, de ses émois, de ses affects les plus intimes, il sort une expression. Cette expression est de l'art. En fait, vous voyez, vous vous rendez compte qu'on peut prendre dans ce terme plusieurs personnages. Un forgeron serait un artiste dès lors que dans sa forge, il a une idée, il précise cette idée dans une forme et il sort cette forme. Un guerrier quand il se bat et qu'il a certaines tactiques, certaines stratégies pour combattre et qu'il sort ça de son originalité, c'est de l'art militaire. Donc, quand vous écrivez, vous êtes un écrivain et que vous
vous avez comme ça, dans le jeu des mots, dans une certaine rectitude de l'écriture, vous avez envie d'aller à la perfection, vous êtes dans l'art littéraire. Donc ce terme, j'insiste beaucoup, c'est un terme générique qu'on collerait à n'importe quelle activité qui serait du don d'exprimer ce qu'on sent au plus profond de soi. En un mot. En un mot. Qu'est-ce que l'art, selon vous? Une expression d'une activité qui releverait des sentiments profonds, intérieurs. Quel rapport y a-t-il entre l'art et l'esthétique? L'art et l'esthétique ne peut pas exister sans l'art. Donc, tout comme l'art aussi. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas tout comme l'art. L'art a existé avant l'esthétique. Quand les anciens hommes de grotte commençaient à dessiner les bisons, les éléphants, les mammouths, ils n'avaient aucune idée de la beauté. Ils se disaient tout simplement, si je dessine, si je reprends la forme de ce mammouth, je vais prendre son âme. Donc il n'y avait aucune allusion à une beauté quelconque. L'esthétique est un champ d'application de l'art. Vous comprenez? L'esthétique a joué un gros rôle dans l'art. C'est-à-dire que ce mot, quand il est intervenu, et puis il est intervenu quand? On a commencé à penser esthétique il y a longtemps, mais l'art a précédé depuis aussi, depuis des luttes, depuis des siècles. Et quand l'esthétique a commencé, c'est théoriser l'art, c'est voir, il y a le beau, comment est-ce qu'on peut le mettre dans des dogmes? Il y a le beau, comment est-ce qu'on peut le scientiser, hein? Excusez-moi le mot, le néologisme, mais vous comprenez que l'esthétique n'a été pratiquement qu'une une gesticulation cérébrale sur fond de l'art. Ça reste un champ d'application et ça reste aussi, là c'est très important que je le dise, l'esthétique est aussi et reste un vecteur de l'art dans ce sens qu'il a pris l'art à bras le corps et a cherché à lui induire certaines théories, certains penchants, jusqu'à rendre l'art anesthétique. Ça veut dire que quand quelqu'un s'est érigé en censeur de l'art, il a créé l'esthétique, mais il s'est permis de dire, est-ce que l'art doit absolument avoir une visée esthétique? Est-ce que l'art doit chercher à reproduire le beau? Et il a dit non, juste pour la forme. Et l'art, en ce moment-là, perdait même de sa valeur. Alors, si je récupère le mot valeur, je vous dirais que l'esthétique a le don d'enlever de la valeur à l'art. Mais l'esthétique a aussi le don de donner à l'art le plus de valeur qu'il veut. À l'art maintenant de se défendre. Est-ce qu'on peut dire que l'esthétique sert l'art ou le dessert? Les deux. Les deux? Les deux. Ça dépend de l'artiste? Non, ça dépend des circonstances. Oui. Vous savez, si je dois prendre l'esthétique desservant l'art, je ferai une incursion dans les temps passés où certains termes qualifiaient l'art péjorativement. Un art pouvait être tancé de baroque. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine exagération et il n'était pas vraiment du goût classique. Un art pouvait être traité de gothique parce qu'il avait un petit aspect un peu sauvage, les Goths, vous comprenez, les Goths, les barbares. Donc, cette esthétique,
cette théorie de chercher à voir le beau dans l'art a desservi l'art, parce qu'on disait tout simplement, ceux qui avaient trouvé toutes ces théories trouvaient que l'art n'était pas beau, que l'art était du côté sauvage, que l'art n'avait pas un ferment de beauté. Donc, l'art a été desservi par l'esthétique, comme l'art a été beaucoup servi par l'esthétique. Vous savez, toutes les polémiques qu'il y a eu autour de l'esthétique, qui a gagné? C'est l'art. C'est l'art qui a gagné. Les Kant, les Hegel, les Adorno, tous ceux qui se sont mis à parler art, à trouver des jugements qui n'étaient pas nécessairement des jugements de valeur, ils ont rehaussé la valeur de l'art d'une façon ou d'une autre. Et vous savez aussi que les esthéticiens africains, ils ont beaucoup servi l'art africain parce que les Occidentaux avaient commencé à mépriser l'art africain, trouvant que c'était juste des affreux fétiches, c'était juste des objets de rite qui ne servaient pratiquement qu'à certains spectacles des sauvages. Mais quand des critiques, des philosophes ont commencé à juger de l'esthétique africaine, ils ont beaucoup servi l'art parce qu'ils ont extirpé de toutes ces pièces d'art toutes les valeurs qu'il y avait, toute l'âme du noir était ressortie, le ressenti de l'artiste était étalé au grand jour. Si je vous ai bien suivi, l'esthétique c'est l'art du beau. Non, c'est la science du beau. C'est la science du beau. Et l'art c'est la science de... Vous n'allez pas dire que l'art est une science. C'est pas une science? Non, comment vous allez dire que c'est une science? Science entre guillemets. Si vous mettez les guillemets, vous relativisez encore plus. Et je préfère prendre l'art comme un phénomène, comme un concept. Je préfère. Et je vous ai dit, si vous entrez dans les définitions assez figées, l'art ne va pas bien se comporter. Parce qu'actuellement, M. Laurent, il faut qu'on se le dise, l'art est devenu pratiquement un phénomène de déchet. Vous êtes surpris. C'est-à-dire que les règles classiques, c'est-à-dire que l'exercice du beau, c'est-à-dire que la recherche d'un art, d'une représentation qui plaît à l'œil, n'existe plus. Cet art beau, cet art superbe, divin, ça n'existe plus actuellement. Toujours cette esthétique, ce champ d'application actuellement qui est féru des innovations, des recherches de toutes pièces, cette esthétique actuellement est en train de récupérer des matériaux les plus insolites possibles pour figurer l'art. C'est pourquoi j'ai parlé de déchets. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un art de collage, quand vous êtes dans un art d'installation, quand vous êtes dans une libre expression, vous pouvez prendre les poils de quelqu'un, les cheveux de quelqu'un, vous ramassez les douilles comme notre artiste sculpteur Freddy Simba le fait. Il ramasse des douilles et il en fait une sculpture. Vous comprenez? Le beau, les règles classiques, toute cette bienséance des ateliers, c'est fini cela, c'est fini. Vous pensez qu'un jour, l'art peut s'émanciper de l'esthétique? Ou bien l'art est condamné à recourir toujours à l'esthétique? Non, c'est l'esthétique qui est condamnée à rester le champ d'application de l'art. Est-ce que toute œuvre d'art doit être nécessairement belle? Ah non, monsieur. Non, monsieur Laurent. Vous savez qu'il y a une laideur belle. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Une laideur belle. Oui. Comment cela? Oui. Parce que un sculpteur peut façonner
une grenouille peut sculpter une grenouille. Ne me dites pas qu'une grenouille est belle. Mais il peut faire de cette grenouille une belle œuvre. Ça veut dire que vous ne viendrez pas pour la représentation d'une belle chose, mais vous viendrez pour la belle représentation d'une chose. Est-ce que l'art consiste à représenter le naturel ou à l'imaginer, à le réinventer? C'est des étapes. Oui. Vous savez, quand l'art a commencé, c'était le naturel. Quand vous parlez de peintures rupestres, par exemple, oui, c'était des animaux, c'était des personnages. Donc l'art s'est abreuvé abondamment, disons l'artiste, prenons l'artiste. L'artiste s'est abreuvé abondamment du naturel. Mais comme je dis, c'est une étape. Dès que le naturel, la mimésis, n'est-ce pas, oui, cette représentation qui imite le réel, a eu son temps. Et son temps est pratiquement dans cette périodisation des classes artistiques où on se rend compte que, si nous prenons bien sûr l'histoire de l'art contemporain occidental, on se rend compte qu'à un moment, l'objet représenté avait une certaine déliquescence, c'est-à-dire qu'il commençait à se perdre. On ne prenait plus la forme comme elle était, on s'intéressait aux couleurs de la forme, et la forme commençait à s'évaporer, la forme commençait à disparaître, et finalement, cette nature-là disparaissait. Et c'est toujours une étape, cette étape qui a été couverte d'abord par les impressionnistes, qui n'ont plus commencé à rester dans une représentation vraiment naturelle, qui ont commencé à faire évaporer le naturel jusqu'à pratiquement prendre l'essence de la forme. Et ils ont comme ça laissé la voie à l'art abstrait. Parce que l'art abstrait, c'est vraiment cet art qui ignore la nature. Même s'il y a une abstraction naturelle, hein, soyons vrais, il y a une abstraction qui est tout à fait l'abstraction qui ne met pas la représentation, la figuration en exergue, mais il y a une abstraction qui tire ces éléments du naturel. Et il y a aussi cette abstraction qu'on appelle géométrique, parce que toutes les lignes que nous voyons, concaves, convexes, les lignes droites, horizontales, ça vient de la nature. Oui. Vous avez évoqué là le concept du beau naturel. Il y a le philosophe allemand Hegel, dans son introduction à l'esthétique, il fait cette différence entre le beau artistique et le beau naturel. Et pour lui, le beau artistique est supérieur au beau naturel parce que le beau artistique relève de l'esprit de l'homme qui est en fait supérieur à la nature. Vous savez, pour faire plus simple, oui, je vous dirais, je vous remettrai dans l'histoire de notre peinture. Si vous vous intéressez à la peinture populaire, vous remarquerez que beaucoup de peintres populaires sont plus ou moins narcissiques. Ça veut dire que la plupart de leurs personnages, c'est leur portrait tout craché. Ils se dessinent. Et vous verrez que sur leurs dessins, ils sont plus beaux que dans le naturel. Ça, pour faire plus simple. Et quand vous voyez les portraits des gens, les portraits sont toujours plus beaux que l'original. Donc c'est tout à fait normal, le beau artistique. C'est la nature qu'on a pris, on prend cette nature, mais on lui ajoute certains ingrédients. Alors que la nature... On la transfigure. Oui, on la met... C'est comme si on l'a maquillée, elle n'est plus naturelle, si on peut dire, natura naturans, comme on dit en latin. Elle n'est plus naturelle, on prend un arbre,
mais on le couvre des rayons de soleil et l'arbre prend une autre allure. Donc il y a ces deux beaux-là, le beau artistique et le beau naturel. Absolument. Et quand il dit que le beau artistique est supérieur au beau naturel, vous êtes d'accord avec sa façon de voir? Puisque l'esprit est supérieur à la nature c'est brut, mais le beau artistique, on ajoute quelque chose à cette nature, on la transfigure. Vous savez, Monsieur Laurent, Oui. pourquoi je ne peux pas apporter une réponse fixe? C'est parce que cet exemple, c'est un exemple pris dans le temps. Actuellement, une œuvre d'art qui puise au beau artistique, ce n'est plus la même œuvre d'art, ça n'a plus la même valeur. Et même l'ébranlement émotionnel de l'artiste n'est plus le même. Aujourd'hui, avec toutes les mutations que nous voyons, qu'elles soient technologiques, politiques, économiques, conjoncturelles, tout court, l'œuvre d'art prend une autre dimension. Et cette dimension ne plane pas souvent dans le beau, ça je dois vous dire. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est que actuellement, il y a une certaine primauté de l'artiste sur son œuvre. Comment? Oui, et je dois vous dire, je dois dire aussi aux artistes que c'est un leurre. C'est-à-dire que le tempérament de l'artiste va au-dessus de la représentation de ce qu'il veut figurer sur sa toile. Pourquoi je dis que c'est un leurre? C'est parce que je ne suis pas artiste, je suis de l'autre côté et je vois ce que c'est quand il s'agit d'analyser maintenant l'œuvre d'art. L'artiste pourra dire tout ce qu'il veut, il pourra analyser l'œuvre d'art selon ce tempérament qui lui a dicté certaines couleurs, certaines lignes, certaines, disons, certaines scènes. Mais, en fait, moi, en tant que critique d'art, je dois dire que l'artiste, souvent, il ne comprend plus son œuvre. Pourquoi? Parce que l'œuvre est sortie pratiquement de la domination de l'artiste. L'œuvre est sortie de l'inspiration de l'artiste. Et c'est actuellement ce qui se passe. À force de rénovation, à force d'innovation, à force de donner à l'art une certaine dimension, l'art, dès qu'elle quitte, elle est achevée. Dès lors que l'art est total, l'œuvre d'art, souvent, prend une telle dimension qu'elle s'affranchit même de l'acte créateur. Et quand elle s'affranchit de l'acte créateur, elle commence à avoir ses propres lois. Et en ayant ses propres lois, elle devient comme un acte singulier que l'artiste lui-même a difficile à rentrer dedans et se dire « Mais comment est-ce que j'ai pu te faire comme cela ?» L'art devient un existant à part entière. Et l'artiste se trouve pratiquement en train de chercher aussi à analyser l'art, son œuvre d'art. Il ne sait plus que devant lui se tient un acte singulier que lui, le créateur, ne parvient plus à dominer. C'est comme un esclave affranchi. C'est le cas d'un écrivain qui écrit un livre, un roman, et dès qu'il l'écrit, dès que le livre est livré au public, il ne lui appartient plus. Non seulement il ne lui appartient plus, mais lui-même commence à se dire « Tiens, je ne savais pas que j'avais dit cela. » Oui. En fait, quelles sont les fonctions de l'art? Et en quoi réside l'utilité de l'art? On ne peut pas se passer de l'art dans la vie et vivre. Non, les fonctions sont multiples, mais nous retiendrons quand même que parmi les fonctions, il y a des fonctions thérapeutiques. Hein? Oui. L'art peut aider des gens malades. Et vous savez, cette fonction thérapeutique
a été déjà senti dans des centres médicaux qui ne mettent comme peinture de leur intérieur que le blanc ou le gris. Imaginez qu'on mette du rouge dans un hôpital psychiatrique. Ces gens-là vont devenir encore plus fous, n'est-ce pas? Donc, la couleur a un effet thérapeutique et c'est dans la fonction de l'art. L'art a aussi une fonction libératrice. Oui, vous savez, quelquefois, c'est comme les écrivains, hein? Nous pouvons avoir nos passions, nous pouvons avoir même un certain stress, et en écrivant, on se libère quelque part, on se libère de toutes ces émotions qui vous ont d'une façon ou d'une autre paralysé, neutralisé. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a beaucoup de fonctions, et si nous essayons de toutes les prendre, je crois que ça va... L'homme a-t-il vraiment besoin d'art pour vivre? On ne peut pas vivre sans art, on ne peut pas se passer de l'art et vivre. Monsieur Laurent, l'art, c'est un produit de la culture, n'est-ce pas? Oui. Ce produit de la culture montre que sans l'art, l'humanité n'aurait pas beaucoup de sens. Je ne vois pas l'homme se passer de l'art. L'art entrant dans la culture donne à l'homme une certaine dimension de discernement, donne à l'homme comme une recherche des preuves. Et cet homme se dit, je ne peux pas, par exemple, entrer dans des fanatismes, même quand bien même ces fanatismes accompagneraient la raison. Oui. L'art a cette façon de vous mettre dans une position où vous avez facilement une qualité de jugement, où vous savez facilement que façonner mon monde de cette façon, ce monde sera digne. Et je dois vous dire la vérité, quand vous mettez un artiste à côté d'un politicien, mais vous mettez le clair et l'obscur. Je ne retire pas mes mots, je persiste. Parce que celui-là a une certaine facilité de s'élever. Parce que l'art élève. Alors que l'autre, souvent, s'abaisse. Je pèse bien mes mots. L'un a cette propension à s'élever et l'autre a cette propension à s'abaisser. Alors imaginez que l'artiste accompagne le politicien. Mais ça va être bien. Mais ça, vraiment, on va développer quelque chose. Je ne vous trompe pas. Un artiste, c'est un homme qui s'élève là où le commun des mortels reste assis et ne voit pas que cet homme est déjà hors frontière. Est-ce que les Africains ont compris l'utilité de l'art dans la vie, puisque souvent, lorsque nous observons dans nos sociétés africaines, les gens portent très peu d'intérêt à l'art. Et les tableaux que produisent nos artistes sont plus destinés aux Européens et pas aux Congolais. Très peu achètent ces tableaux-là. Est-ce que vraiment nous avons compris l'importance ou l'utilité de l'art dans notre vie? Est-ce que nous avons compris que cet art peut nous aider à mieux vivre sur la terre? Nous l'avions compris. Comment ça? Nous l'avions compris parce que on ne pouvait pas mettre l'art en dehors de l'ère sociale. Quand il y avait un rite, Oui. soit le masque intervenait, c'est l'art. Soit une danse intervenait, c'est l'art. Oui. On avait compris cela, Monsieur Laurent, que l'art était important dans une civilisation. Mais il est arrivé une rencontre des civilisations. Les autres ont compris
que l'art de ces personnes garde leur âme. Cet art, c'est vraiment le gardien de leur humanité. Brisons cet art, déportons-le, cassons, pillons cet art. Au moins, nous sommes en train de violer leur âme. Et l'entreprise a réussi parce qu'actuellement, et je le signale dans mon livre, je le signale de façon très incisive, très caustique, et je ne mâche pas mes mots. La plupart de nos artistes ont exporté leur art. Mais pourquoi ils l'ont exporté? C'est parce que les autres leur ont dit que ça c'est du bel art. Ils y ont cru et ils ont amené cet art complètement phagocyté parce que ce n'était plus un art authentique. Ils l'ont amené chez les autres et les autres ont pris cet art et en ont fait un objet de brocanteur, un objet qui est inséré dans la commercialisation de l'art, un objet qui sert à la fragmentation du marché de l'art. Et ils ont oublié que nous, Africains, d'abord, nous concédions une valeur capitale à l'art de façon symbolique, pas de façon commerciale. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, même cet art, il n'est pas bien compris parce qu'il entre aussi dans les circuits des réseaux sociaux. Il devient un capital social. Alors qu'en fait, c'est un capital symbolique, notre art. Vous voyez un peu? Chers téléspectateurs, là, vous êtes en train de suivre l'émission Les Belles Lettres qui reçoit pour vous ce jour M. Lambert Kamatanchi, écrivain, critique d'art et historien. Et notre entretien de ce jour se porte essentiellement sur l'une de ses dernières publications, à savoir l'art plastique et esthétique, expérience de la peinture congolaise contemporaine. C'est un livre qui a été préfacé par le professeur Henri Kalama Akoulez. Monsieur Lambert, vous dites quelque part dans votre livre, je cite, « L'art traditionnel africain est plus fonctionnel qu'esthétique ». Peut-on dire autant de l'art congolais contemporain? Signe des temps. L'art traditionnel relève plus des anciennes périodes, des décennies éloignées. Oui. Cet art n'avait jamais été à la rencontre des autres arts. Cet art puisait à notre authenticité, à notre âme profonde. Et c'est en ce moment-là que cet art avait un véritable signifiant. Dès lors que cet art a rencontré d'autres civilisations, dès lors que cet art est entré dans un circuit de commercialisation, je crois que cet art a vraiment perdu, il a perdu quelque chose. Et ce que j'ai dit est tout à fait fondé. Fonctionnel, oui, il ne voyait pas l'artistique. Pourquoi l'artisan fabriquait une chaise et sculptait sur la chaise? Il faisait de l'art. Mais qu'est-ce qui venait en priorité? C'était le siège. Le roi devait s'asseoir. Le roi avait un symbole de serpent. Il sculpte les serpents. Cet art était plus fonctionnel qu'esthétique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut entrer dans les règles classiques de l'art. Et on oublie que l'académisme n'était pas notre lot. Non, l'artiste traditionnel n'avait pas un académisme, n'avait pas des règles dans la forge. Dans la forge, le forgeron venait et il était inspiré, pas par des règles académiques, par les ancêtres. Et il pouvait façonner n'importe quel outil, une lance, un tabouret, des médaillons. Mais aujourd'hui, l'esthétique prévaut. Et il faut dire que cette esthétique, il est en perte de vitesse.
Est-ce que les jeunes artistes congolais aujourd'hui s'inspirent encore de l'art traditionnel? Les jeunes artistes congolais, les jeunes artistes contemporains, Oui. je le souligne encore dans le livre, ils ont compris certains enjeux de l'art. Ils se sont mis au contact de toutes les mutations de l'art, de tout ce qui se passe sur le marché de l'art. Et ils ont compris qu'il ne faut pas seulement faire art, il faut faire des affaires avec l'art. Ils ont compris, Monsieur Laurent, et en comprenant cela, je m'insurge un peu en lanceur d'alerte. Je leur dis que c'est bien beau d'entrer dans une mondialisation de l'art, dans une internationalisation de l'art. C'est bien beau de vous retrouver dans les galeries occidentales, outre-mer, mais est-ce que vous savez que quelque part, cette esthétique qui est le soubassement de votre art, cette esthétique, on est en train de le ronger petit à petit, on est en train de le phagocyter, comme je le disais, et que demain, vous allez travailler selon les instructions des normes esthétisantes occidentales. Je leur lance cet appel dans mon livre. Je dis que c'est bien qu'on les retrouve dans des catalogues, comme le catalogue de la Biennale, qu'on les invite à des foires d'art, qu'on les retrouve dans des catalogues, que les commissaires aux expositions les encensent. C'est beau, c'est l'art congolais qui gagne, mais le danger se profile toujours à l'horizon et on doit être conscient que nous devons garder intactes nos sources. Même si l'argent commence à affluer dans le compte, n'oublions pas que nous avons une richesse, c'est notre âme congolaise. Au fait, qu'est-ce qui fait la fierté d'un artiste après, dès qu'il ait produit son œuvre d'art? C'est le fait d'avoir exprimé le fond de son âme, ou c'est le fait que les gens accourent pour acheter son tableau, par exemple? Vous savez, pendant des décennies, j'ai dirigé les jurys d'art à l'Académie des Beaux-Arts et dans certaines galeries. J'ai assisté à des vernissages où l'artiste vendait, où les artistes vendaient. Et je dois vous dire que mes impressions sont assez mitigées. Pourquoi? Parce que j'ai vu des artistes très contents parce que les gens venaient entourer leurs œuvres, demander des explications. Et je les ai vus à un moment un peu triste parce que tout ce monde n'était venu que pour une jouissance esthétique. Il n'y avait aucun impact financier. Et tout d'un coup, un acheteur vient, généralement un Américain, un Belge, et il regarde le tableau de façon assez évasive. Et puis il lui dit, mais vous êtes un grand ici, ok, je prends l'œuvre, c'est à combien? Et tout d'un coup, il est illuminé, Vous voyez que ce sont des sentiments qui fluctuent. Mais je vais vous dire que mes contacts avec les artistes m'ont quand même amené à parler avec des artistes vrais. Des artistes qui sortent le fond de la vérité. Et voilà ce que certains artistes qui disent vrai m'ont confié. Je parlerai, je ne veux pas entrer dans les noms, c'est inutile, mais les artistes vrais, à chaque fois qu'une personne venait à lui expliquer l'œuvre, que cette personne soit dans la vérité de l'œuvre ou pas,
tant que cette personne montrait que cette œuvre, la personne se connectait à l'œuvre parce qu'elle sentait un peu une expérience de son vécu quotidien, cela rendait les artistes heureux, même si on ne les achetait pas. Mais ils se disaient que je viens de rendre un service à quelqu'un, je viens de voir mes sentiments repris par une autre personne et transmis à moi, alors que je ne pensais pas que quelqu'un aurait les mêmes sentiments pour comprendre ce tableau. Et ça, c'était les plus beaux instants des artistes vrais. J'insiste sur le mot vrai. En fait, vous venez de parler là de la vérité de l'œuvre. Peut-on parler de vérité dans l'art, si l'on sait que l'art, c'est une pratique tout à fait subjective? Vous savez, la vérité, elle est relative aussi. Tout aussi bien pour les artistes. Vous savez que il y a eu une période où beaucoup d'artistes ont peint ou ont sculpté le thème du militant. À une certaine époque où le militantisme faisait le citoyen, c'était la vérité du moment. Et puis, tout d'un coup, des iconoclastes sont arrivés parce que la période venait de terminer. Les sculptures sur le militant qui témoignaient de la vérité des temps ont été cassées, démolies. Les peintures sur le militant ont disparu des scènes publiques. Pourquoi? Ce n'était plus vrai. Le militant n'était plus vrai. C'était un cliché dépassé, démodé, c'était du passéisme. Vous comprenez? Donc la vérité intervient dans l'art, c'est vrai, mais la vérité, elle est relative. La vérité, elle entre dans le temps. Elle entre dans le temps. À un moment, ce que vous avez fait vrai n'est plus vrai avec le temps. C'est tout. La vérité doit intervenir, Monsieur Laurent, parce que la vérité, c'est quand même une valeur. Elle doit intervenir. Mais est-ce qu'elle est utile pour l'art? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quel rapport y a-t-il entre beauté et vérité? Est-ce qu'il existe une beauté absolue? Non, pas du tout. Il n'existe pas une beauté absolue. Vous savez... Comme le cas du bien absolu chez Platon. Non. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La beauté absolue. Oui. Imaginez aujourd'hui que on dessine la Madone. Oui. La Madone, n'est-ce pas? Oui. Quelque part, il n'y aura pas beaucoup, il n'y aura personne pour objecter de la valeur de la Madone. Cette œuvre qui a l'air mystérieuse, cette beauté insinuante et cette composition magnifique, une œuvre hors du commun, une œuvre atemporelle parce qu'elle a chevauché sur les siècles et c'est ça qu'on appelle un chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'un chef-d'œuvre est une œuvre absolue? Beauté absolue. Je ne pense pas qu'un chef-d'œuvre soit une œuvre à beauté absolue. Qu'on le veuille ou non, le temps peut casser un chef-d'œuvre. La définition du chef-d'œuvre, c'est qu'il dépasse le temps. Mais à un moment, certains chefs-d'œuvre sont relégués dans les arrière-boutiques des conservateurs ou des brocanteurs. Donc tout ce qui est vérité absolue, beauté absolue, il se bute sur le relativisme du temps.
Pouvez-vous et du jugement. me donner un modèle d'œuvre, de chef-d'œuvre dans l'art congolais contemporain? Il y en a beaucoup, vous savez. Si vous faites un tour par les salles d'exposition, vous vous rendrez compte. Je vais vous donner les noms des artistes. Je vais peut-être faire une exception dans notre émission. Oui. Je n'aime pas beaucoup citer les noms, mais je suis historien. Donc je ne peux pas échapper, je ne peux pas contourner un cadre chronologique qui tient en compte non seulement des dates, des faits, mais des noms aussi. Un monsieur comme Liolo, Oui. il a beaucoup sculpté, mais beaucoup de ses sculptures étaient des chefs-d'œuvre. Un monsieur comme Nguina Mao, pour moi, c'était un des meilleurs sculpteurs que le pays ait connu. On ne l'a pas beaucoup encensé, malheureusement. Mais les œuvres de Nguina Mao, moi, je n'ai jamais vu un sculpteur qui donne à ses œuvres des contorsions des membres de cette valeur-là. C'est impossible. Je n'ai jamais vu cela. Je connais des sculpteurs qui font des chefs-d'œuvre, mais jusqu'à aujourd'hui, pour moi, Nguina Mao, c'est comme une obsession dans la qualité, dans l'excellence. Les chefs-d'œuvre, mais Lema Koussa, il est là, c'est un peintre, il est vivant. Lema a sorti des véritables chefs-d'œuvre. Non, Lema c'est vraiment la classe d'âge des Liolo, de Ndamvu. Je vais vous donner le nom d'un chef-d'œuvre et vous dire pourquoi il faut le qualifier de chef-d'œuvre. Oui. Il y a une œuvre de Lema Koussa qui s'intitule Vers la lumière. C'est une œuvre qui montre une jeune dame qui s'est entourée d'un voile blanc et qui est en train et qui regarde vers le ciel où il y a presque un nuage de lumière qui l'entoure. Cette œuvre, d'après l'artiste lui-même, il a terminé facilement, il n'a pas vraiment eu un commentaire personnel sur son œuvre. Et c'est comme je vous le disais, l'œuvre terminée, l'œuvre totale, achevée, coupe le lien avec son créateur et son créateur ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lema a envoyé cette œuvre vers la lumière en Chine à une biennale. Quand les responsables de la biennale de Beijing ont pris cette œuvre, ils ont été séduits, impressionnés, et ils ont placé cette œuvre à l'entrée du musée pour dire que ça, c'est ce qui a dépassé notre entendement artistique. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et il y en a beaucoup comme ça, monsieur Laurent. L'accueil des Chinois par rapport à cette œuvre-là, et les Congolais, l'accueil des Congolais par rapport à cette œuvre-là. Mais déjà, l'auteur lui-même, oui. Comment est-ce qu'il avait accueilli son œuvre? Parlons-en. L'auteur m'a dit personnellement que dès que j'ai terminé cette œuvre, je l'ai juste emballée et programmée pour un envoi dans une foire, dans une exposition. L'auteur lui-même ne savait pas qu'il avait devant lui une œuvre qui allait illuminer un musée. Et c'est ça le chef-d'œuvre. C'est peut-être puisque l'auteur savait que les Congolais ne s'intéressent pas trop à ce genre de... Ce n'est pas la faute du Congolais, monsieur Laurent. Oui. Apprécier une œuvre, c'est quand même un cadre éducationnel. C'est quand même un cadre pédagogique. Vous voulez dire qu'il faut une certaine initiation? Il faut une initiation, une éducation, une formation. Il faut un intérêt. Il faut que les communications se mêlent de l'intérêt de l'art. Or, c'est cette initiation qui manque au sein de la population congolaise. Mais pourquoi elle manque, cette initiation? Ne peuvent pas lire une œuvre d'art qui a plusieurs niveaux d'explication. C'est toujours des signes de temps. C'est des signes de temps. Vous avez utilisé le mot initiation. Oui. Dans nos villages.
tous les enfants à l'âge pubère, ils avaient une initiation. Pourquoi? On voulait les mettre au pas d'une certaine cadence sociale. On voulait les intégrer, les insérer dans une stratification sociale. Ils devaient savoir exactement comment il fallait pêcher, comment il fallait chasser, comment respecter les anciens. Donc, ils avaient comme ça des clés pour ne pas buter sur l'inconnu. Et ils s'intéressaient vraiment à leur société. Aujourd'hui, le Congolais, comment peut-il apprécier l'art s'il n'a pas été initié? C'est pourquoi il faut saluer la présence des écoles d'art, comme l'Institut des Beaux-Arts. Vous avez là des jeunes enfants, et je passe souvent par l'Institut des Beaux-Arts, et je trouve des enfants de 15, 14 ans, en train de regarder la nature et selon les instructions de leurs enseignants, en train de recopier la nature. Ces jeunes gens-là, ils respecteront plus facilement la nature que ceux qui passent devant les arbres ou les canalisations et ne pensent pas que cela fait partie de la beauté d'une cité. Que faire? Je pense que vous avez déjà donné certains éléments de réponse pour susciter l'engouement pour les arts au Congo, les arts plastiques particulièrement, susciter un engagement, un engouement et puis un regain d'enthousiasme par rapport à ces arts. L'animation. La pratique de L'animation. L'animation. Il faut absolument que l'artiste ne soit pas le seul à être sur l'arène artistique. Il faut qu'il soit accompagné. Et vous savez, il y a toute une pléthore d'accompagnateurs actuellement. Ils font défaut dans notre pays, mais ils sont nombreux. Ils accompagnent l'artiste. Le chroniqueur culturel, artistique, il accompagne l'artiste. Le galériste, le critique d'art, le marchand d'art, les commissaires aux expositions, ceux qui commencent à penser à la littérature artistique. Tout cet accompagnement peut donner un véritable boom à l'activité artistique. On va booster l'activité artistique si on accompagnait l'œuvre d'art, si on accompagnait l'artiste. Et là où nous devons chuter, c'est s'il y avait une politique culturelle qui soutenait l'activité artistique. Est-ce que nous avons une politique culturelle qui peut soutenir aujourd'hui l'activité artistique? Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur des conclaves qui réunissent des artistes pour qu'il y ait une réforme dans le secteur artistique, qu'on sache comment non seulement soutenir l'activité artistique, mais créer des vrais artistes, des grands artistes, et être aussi demain une grande capitale artistique? Pourquoi il faut toujours laisser New York, Chicago, Beijing, la Suisse, Lausanne, Bâle? Pourquoi il faut que ce soit toujours les mêmes capitales artistiques qui perdurent? Pourquoi Kinshasa ne peut pas demain être une capitale de l'art mondial? Nous avons accueilli les Jeux de la francophonie. Mais allons un peu plus haut aussi. C'est possible. Tout est possible. Là, nous sommes en train de cheminer lentement et sûrement vers la fin de notre émission. J'aimerais savoir la motivation qui a été à la base de la rédaction de ce livre. Art plastique et esthétique. Vous savez, les motivations sont nombreuses. Et c'est assez complexe de pouvoir tirer de toutes ces raisons lesquelles ont finalement eu raison de l'exercice si présent. J'avoue d'abord que je me suis retrouvé en retraite en train de faire des recherches sur l'art, en train d'écrire des romans, des nouvelles. Et je me suis retrouvé devant beaucoup de notes éparses à gauche, à droite,
sur mes enseignements à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai donné un cours d'esthétique où je me livrais souvent à des pensées personnelles, des constats personnels, une certaine observation assez inlassable du phénomène de l'art. Et la plupart de ces constats, je les consignais et j'ai administré ça à mes étudiants. Je me suis retrouvé avec tous ces fatras de paperasse et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose sur l'esthétique? J'ai écrit quelque chose sur l'esthétique et j'ai envoyé à tout honneur à l'actuel directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, M. Henri Kalama. Je lui ai envoyé le contenu de mes notes de cours, mais que j'avais quand même transmué en un texte compact, cohérent. Et il me dira, non, M. Lambert, pourquoi ne pas essayer de faire un peu plus, travailler sur l'art, et puis on va voir. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer maintenant un texte plus élaboré et de réunir mes statuts d'historien, de critique d'art et d'écrivain dans un manuel. Historien, j'ai un cadre, je sais chronologiquement comment situer toutes les écoles d'art. Je pourrais bien le faire. Écrivain, je situe quand même ce que j'écris dans un récit, j'y mets mon imaginaire, mais je reste quand même dans une observance d'une exactitude factuelle. Et enfin, comme critique d'art, je me dis, mais je vais essayer de serrer quelques œuvres qui font preuve d'imagination, qui font preuve d'innovation, mais qui ouvrent aussi la voie à un certain art qui se libère de tous les oripeaux occidentaux, classiques. Et c'est ainsi que l'idée s'est matérialisée. J'ai écrit ces livres, puis voilà, il est là. Là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais une dernière question. À quand la présentation du livre et où peut-on le trouver pour ceux qui veulent se le procurer? Ceux qui veulent se procurer ce livre sont invités à la présentation de ce livre qui aura lieu le 24 novembre dans la salle d'exposition à l'Académie des Beaux-Arts. Donc le 24 novembre, à partir de 17 h, ce livre sera présenté. Donc on peut se le procurer. Mais ceux qui veulent se le procurer bien avant, ils peuvent passer par l'Académie des Beaux-Arts et demander où je reste parce que je suis actuellement pratiquement à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis présent. Il y a une présence presque permanente jusqu'à un certain moment avant que je ne m'envole pour d'autres cieux. Donc c'est un livre accessible. C'est question qu'on cherche l'auteur, M. Lambert Kabatanchi, et je suis actuellement à l'Académie des Beaux-Arts. Chers téléspectateurs, là nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui nous avons reçu M. Lambert Kabatanchi, écrivain, critique d'art et historien, qui nous a parlé de l'une de ses dernières publications, Art et esthétique, expérience de la peinture congolaise contemporaine. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.